Donc, je suis Linda Guérino et je travaille au sein de l'équipe Atlampol Biothérapie. Et donc, aujourd'hui, pour ceux qui avaient participé au premier épisode de la présentation d'Horizon Europe, donc c'était en mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on attaque le deuxième épisode de ce cycle qui va vous permettre d'avoir quelques conseils pratico-pratiques pour construire un consortium gagnant. Donc, il s'agit d'un atelier qu'on a construit avec l'Université de Nantes, l'INSERM, le CHU de Nantes et donc le Hub Europe. Et donc, on vous propose cet atelier qui va être très interactif. Donc, plusieurs personnes vont se succéder pour vous présenter un certain nombre d'outils pratiques. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un atelier Zoom. C'est déjà que vous puissiez couper vos micros, votre caméra pendant que les intervenants parlent. Et on vous propose d'envoyer vos questions dans le chat. Et donc, on va surveiller les questions qui arrivent au fil de l'eau et on vous propose de les conserver pour la fin de l'atelier. Et donc, avec tous nos intervenants qui seront à ce moment-là connectés pour répondre à vos questions. Puis, on pourra aussi répondre au fil de l'eau si ça s'y prête. Voilà. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Benoît Jules, donc, qui va commencer donc, cette matinée. Alors, Linda, tu m'as donné la main pour les diapos, Linda? Attends, Ah oui, je te c'est donne bon. la main. Donc, Ouais, c'est bon. Ça défile un peu lentement, mais c'est bon. Hop, hop. Bon, bonjour. Hop, démarrer le contrôle-souris. Voilà. Donc, l'atelier va commencer par comment décrypter un sujet, un topic dans le programme Horizon Europe, en insistant surtout sur l'importance d'un paramètre important dans l'évaluation des projets. Ah, ça bouge tout seul, Linda. Qu'on appelle l'impact. Pourquoi est-ce que je vous propose cet échange? Parce que comme quand la Commission européenne programme des appels à projets, dans les programmes de travail, il y a des sujets qui sont décidés d'imposer avec des conditions, des exigences de la Commission européenne auxquelles les porteurs de projets doivent répondre. Donc, du coup, la première question à se poser quand on veut monter un projet, c'est est-ce que mon projet est en adéquation avec les attendus de l'appel à projet qui est proposé. Et pour ça, il y a une méthodologie que je propose pour pouvoir répondre correctement. Hop, voilà. Tout d'abord, c'est quoi l'impact aux yeux de la Commission européenne? L'impact concerne les effets, les résultats de mon projet à moyen ou à long terme. À moyen terme, c'est l'impact des effets, les effets des résultats du projet sur les cibles que j'identifie dans mon projet. Ça peut être, j'ai pris l'exemple tout à l'heure ici du CHU de Nantes, qui, par rapport à un projet européen financé pour développer un scanner, à la fin du projet, achète des scanners pour remplacer son parc de scanners vieillissants. Donc là, le projet a eu un résultat qui est le scanner, qui a été adopté par le CHU de Nantes juste après la fin du projet. Donc, c'est un impact à moyen terme. Cet impact-là, il est identifié au niveau du sujet que vous avez sélectionné dans le cahier de charge d'appel à projet. Ce type d'impact s'appelle, j'ai marqué ici en Bordeaux exprès, Expected Outcome. Ensuite, il y a les effets produits par les résultats de mon projet à plus long terme. Mais à ce niveau-là, pas à l'échelle de mes cibles projets, mais plutôt de la société en général, de l'économie ou de la science. Et ces impacts-là, qu'on appelle Expected Impact ici en Bordeaux, sont identifiés au niveau du programme de travail. Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, bon, le CHU de Nantes et d'autres établissements de santé ont adopté cette technologie et on se rend compte qu'au bout de 10 ans, ça a permis de faire circuler des économies de 5 milliards d'euros. Donc, à long terme, le projet a permis ces économies-là. Donc, bien différencier, c'est très important, cette notion d'impact. Les impacts à moyen terme au niveau du projet ou à long terme au niveau du programme de travail. Alors, il est important, quand on monte un projet, de démontrer comment est-ce qu'on arrive, au bout de 10-15 ans, à obtenir des effets à long terme. Et pour ça, dans le projet qu'on monte pour la demande de financement, il faut expliquer, pour présenter une feuille de route, que la commission appelle Pathway to Impact, qui permet de montrer le cheminement entre la fin du projet et l'obtention des effets à long terme qu'on a prévus.
Bon, j'ai mis ici pour un titre indicatif les définitions de l'impact et des outcomes proposées par la Commission européenne pour bien différencier les deux termes. Alors, très important, l'impact est revenu très fort dans le programme Horizon Europe. Il était déjà dans le programme Horizon 2020. Mais par contre, à l'époque, la Commission mettait en avant les challenges, les défis sociétaux à relever. Mais aujourd'hui, elle met en avant l'impact pour bien montrer quelles sont les répercussions en termes d'effet des résultats des projets financés par les politiques européennes. Voilà. J'ai mis ici un petit schéma qui montre comment la Commission construit les programmes. Au départ, elle consulte la population, ça va être les chercheurs, les entreprises, les citoyens, les politiques, pour avoir leur retour sur ce qu'ils voudraient voir figurer comme problématique à traiter dans les programmes européens 2021-2027. À partir de ça, la Commission va établir un plan stratégique qui est plutôt quadriennal, donc en l'occurrence Horizon Europe 2021-2024, dans lequel elle reprend les besoins, les attendus de la population, sous forme d'orientation stratégique clé. Il y en a 4 en général qui s'appellent Key Strategic Orientations. Et à chaque KSO correspond à ce qu'ils appellent les domaines d'impact, par exemple la santé, l'agroalimentaire, l'espace, c'est-à-dire les domaines dans lesquels il faut que ces orientations-là produisent un impact sur la société au niveau des utilisateurs finaux des technologies qui vont développer dans le cadre des projets. Et pour chaque domaine d'impact, il y a plusieurs impacts attendus, au niveau, que ce soit au niveau des cibles des projets ou au niveau de la société en général. Et chaque fois, chaque étape programmatique, ces 3 éléments-là apparaissent. Donc concrètement, le plan stratégique va permettre à la Commission d'établir des programmes de travail biannuels, en l'occurrence 2021-2022 pour Horizon Europe. Ces programmes-là vont contenir ce qu'on appelle les destinations. En fait, c'est un package d'appels à projets correspondant à des impacts particuliers. Et ensuite, chaque destination, nous devons comprendre ces calls-là, appels à projets, et chaque call va également comprendre des sujets. Et vous, en tant que porteur de projet, vous choisissez un sujet. Mais sauf qu'il est important de lire bien les différentes étapes de programmation, le programme de travail, les destinations, l'école et le sujet pour être en phase avec ce que demande la Commission européenne. C'est très important. Ensuite, voici un exemple concret de ce que ça donne dans le programme de travail. J'ai pris ici le programme de travail 2021 santé, qu'on appelle le cluster santé, bien montrer que ce que je viens de dire là est concrètement indiqué dans le programme de travail. J'ai mis des flèches pour indiquer. Dans ce programme, il y a 2 orientations stratégiques qu'on appelle KSO A et D, qui sont bien indiquées ici. Two Key Strategic Orientations, avec leur définition ici. À la fin, on met bien le sigle KSO-D. Le second continue KSO-A. Voilà. Ces KSO correspondent à 4 domaines d'impact identifiés par la Commission sur la base de la consultation. Donc, qui sont la 4 Impact Areas of the Strategic Plan et qui sont listés ici. Je n'ai pas souligné pour pas que tout soit en jaune, mais ils sont bien là. Voilà. Et pour chaque domaine d'impact, il y a 6 destinations ou 6 types d'impact, donc indiqués ici et là. Et en fait, la liste des impacts des destinations sont ici. Destination 1 jusqu'à 6. J'ai pris le cas de la destination 1 qui est ici. Je vais vous montrer ce qu'on appelle impact au niveau du projet, impact au niveau du programme. C'est ça, expected impact pour la destination 1. Bon, j'ai fait une extraction incomplète de la destination, mais dedans, il y a au moins 5-6 impacts attendus au projet. Je vais vous montrer concrètement que ce n'est pas que la parlotte, ça se concrétise bien dans le programme de travail. Il faut aller voir, quand vous avez sélectionné un sujet, à quoi correspond votre sujet en termes de KSO, en termes de demande d'impact de destination. Alors l'impact également, comme j'ai dit tout à l'heure, intervient au niveau du sujet lui-même que vous avez choisi. J'ai extrait ici un sujet duquel je charge de Horizon Europe Santé. Et ça, c'est le titre du sujet. Voilà. Et dedans, on voit bien qu'il y a un peu plus bas, ici, expected outcome, c'est-à-dire l'impact attendu au niveau du sujet. Alors qu'avant, on a vu l'impact attendu au niveau du programme de travail, l'impact à long terme. Donc ici, on a les impacts ici à court moyen terme, alors que sur la diapo d'avant, c'était les impacts à long terme au niveau du programme. Donc c'est important d'avoir ça en idée, en tête, parce qu'il faudrait que votre projet, comment dire, soit en adéquation avec ces impacts-là, quand vous le rédigez.
Ensuite, une fois que je vous ai présenté comment le programme est fait, l'importance d'impact, mais maintenant, il faut concrètement arriver à décrypter un sujet par rapport à votre projet. Est-ce que mon projet que j'ai envie de présenter à la Commission européenne rentre vraiment dans les cases, répond aux exigences du sujet que j'ai sélectionné? J'ai pris le même exemple de tout à l'heure, hein. Donc, grosso modo, dans Horizon Europe, chaque sujet utopique est organisé de cette façon-ci. C'est la même architecture qui est la même tout le temps. Il y a le titre du sujet lui-même. Voilà. Ici, ça va être compréhension des molécules, des mécanismes moléculaires et neurobiologiques des maladies de la santé mentale, des maladies mentales au bénéfice des citoyens et des patients. Et en dessous, il y a ce qu'on appelle des conditions spécifiques, c'est tout le temps ça, qui présente trois parties. D'une part, le montant que la Commission attribue en termes d'aide par projet, en l'occurrence 10 millions d'euros, ce qui a un sens, on le verra tout à l'heure, parce que la Commission en général donne plutôt pour les projets de type moyen, petit à moyen, autour de 5 millions, 6 millions d'euros. Et 10 millions, ça veut dire que c'est un gros projet. Donc, je dois me demander si mon projet, je peux être coordinateur ou partenaire d'un projet comme ça. Voilà. Et pour ce sujet-ci, la Commission a proposé un budget global, une enveloppe globale de 60 millions d'euros. Ce qui veut dire, tiens, si un projet est financé à 10 millions, ça veut dire qu'en fait, il n'y aura que 5 projets financés dans toute l'Europe. Oh là là, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Voilà. Et enfin, il y a le type de guichet de financement, action de recherche et d'innovation. On s'en verra un peu plus loin également que c'est important en termes d'interprétation du sujet. Et puis la troisième partie du sujet, c'est l'impact en moyen terme, expected outcome. Donc ici toute une liste d'impacts. J'en ai pris qu'un seul parce qu'il n'y a pas de place dans le Japon. Mais si vous allez dans le programme de travail, vous verrez qu'il y a 5-6 impacts attendus à moyen terme. Voilà. Et la dernière partie, c'est le périmètre du sujet. Donc l'idée n'est pas, même si des fois les sujets sont en entonnoir assez ouverts, il ne s'agit pas de proposer n'importe quoi. Donc il faut que mon projet rentre dans le périmètre défini par la commission. Donc on va voir, ça c'est donc comment est structuré chaque sujet. Maintenant on va voir comment chaque partie est structurée, comment est-ce qu'on peut arriver à identifier dans les informations importantes pour apporter à ces informations, ces paramètres-là, notre propre projet. Voici une bonne adéquation. On va commencer. Donc, du coup, pour faire ça, il faut lire attentivement tous les éléments du programme de travail pour bien établir la comparaison. Commençons par l'introduction du programme de travail. Bien sûr, j'ai mon sujet que j'ai sélectionné, j'ai un sujet qui me plaît bien, je l'ai sélectionné. Mais en fait, il faut le lire, non seulement le lire, mais surtout lire ce qui est en amont, l'intro du programme de travail. C'est assez dense, c'est 4-5 pages, mais dans les informations essentielles, notamment sur l'état des lieux du domaine dans lequel la commission propose le sujet, les problématiques sociétales qui ont été soulevées lors de la consultation de la population, les challenges à relever, également les objectifs politiques et généraux que la Commission souhaite mettre en place pour déployer ces appels à projets-là, voilà, y compris notamment la notion de développement durable. Hein. Et chaque fois, la Commission, autant que peut se faire, renvoie vers des liens de documents qu'on peut lire pour bien se documenter au moment de répondre à l'appel à projet. Et puis, il y a des mots-clés qu'il est important de prendre dans son projet, montrer bien qu'on est en adéquation avec le sujet qui est proposé. Et très souvent, la Commission recommande de combiner les différentes sources de financement. Par exemple, dans le projet tout à l'heure, on avait besoin de développer un scanner, mais en plus, développer des process de recherche et de créer un bâtiment pour faire la production, pour produire des scanners. Heureusement, l'Europe ne finance pas le bâtiment. Donc, du coup, je demandais un financement à Horizon Europe pour la partie process, la partie de mon scanner, mais il m'a resté le bâtiment à financer. Et du coup, je peux demander un financement complémentaire, ce qui peut être du FEDER, par exemple, au niveau régional, pour financer le bâtiment. Du coup, j'arrive à financer différentes parties de mon projet de manière non redondante, parce qu'il y a une question de fait de double financement, avec des guichets complètement différents que je combine. Voilà. Et puis, j'ai dit tout à l'heure, hein, chaque programme de travail comprend des orientations clés, des domaines d'impact bien définis, des impacts attendus et correspondant à la destination. On a vu tout à l'heure en intro de la partie impact. Après, je passe au niveau de granularité inférieure, qui est la destination. Donc, là, le paquet d'appels à projet, où une fois de plus, il y a des cas spécifiques, des domaines d'impact spécifiques, des impacts
spécifiques, des problématiques à régler spécifiques à ces destinations-là. Et dedans, il y a les appels à projets propositions qu'on appelle call. Il y en a 5 ou 6 par destination, avec chaque fois indiquer l'enveloppe budgétaire pour l'appel, la date de clôture des appels à projets et surtout le nombre de projets qui seront financés dans le cadre de la destination. Et enfin, j'arrive à mon sujet. Une fois que j'ai tout ça, dans mon sujet, je regarde quels sont les effets. Je dis bien les effets à moyen terme que je dois démontrer dans le cadre de mon résultat, dans les expected outcomes. Quel est le challenge réglé dans le sujet qui est proposé, de manière à ce que mon projet corresponde à ce challenge-là, et quels sont les objectifs à atteindre dans le cadre du sujet en question. Quel est le périmètre du sujet qui est proposé? Est-ce que mon projet est vraiment dans le scope de ce sujet-là? Les compétences que je peux utiliser dans mon projet pour répondre aux problématiques qui sont posées dans le sujet, des cibles que je dois atteindre dans le cadre du projet. Ça peut être, je sais pas moi, des associations de patients, ça peut être des entreprises, ça peut être des politiques, etc. Et une fois de plus, des mots-clés que je prends dans mon projet pour montrer que je suis bien en lien avec la proposition du sujet que j'ai choisi. Concrètement, j'ai pris un exemple, c'est le même tout à l'heure, là, pour montrer comment, à chaque niveau de l'appel à projet, on peut identifier des éléments importants de manière à pouvoir se dire à la fin de la lecture du call, tiens, mon projet colle ou pas avec le sujet qui est proposé, et par conséquent, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? J'ai commencé par la première partie, le titre. On voit bien que le titre indique tout de suite le domaine d'application du projet, santé mentale et maladie mentale. Donc, si mon projet, c'est un projet d'immunologie ou bien un projet, je sais pas moi, de cancérologie, là, je suis complètement hors scope, c'est même pas la peine d'y aller. Voilà. Et d'entrée, ils indiquent un peu quelques cibles à atteindre dans le cadre de mon projet. Les citoyens, des patients. Ça veut dire qu'il faudrait que dans le cadre de mon projet, les livrables du projet servent à ces cibles-là. Donc, est-ce que mon projet est destiné à un usage par des citoyens, des patients? Je dois me poser la question. Là, on arrive au deuxième pavé qui concerne les conditions spécifiques de financement. La Commission dit qu'elle peut financer par projet jusqu'à 10 millions d'euros par projet. En général, comme je disais, en général, c'est plutôt autour de 5-6 millions d'aides pour des projets de taille moyenne. Ça veut dire que c'est un gros consortium qui va être constitué. Et du coup, moi, en tant que porteur de projet, je me positionne comme étant un coordinateur, ce qui est un vrai travail en termes, c'est très chronophage et ça demande l'expérience. Ou alors, je recherche un projet en cours de montage, je peux être un partenaire et apporter mes compétences. Donc, ça permet aussi, le montant déjà de l'aide permet de se positionner par rapport à la manière de participer au projet. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure, le budget est de 10 millions d'euros, 60 millions d'euros pour ce sujet-ci. Ça veut dire que s'il y a 10 millions d'euros maximum par projet, il y aura au plus 5 projets de financer. Oh là là, en ce moment j'ai un projet ANR sur le feu, j'ai peut-être un projet PSPC à monter. Est-ce que ça vaut la peine de couvrir 5 lièvres en même temps alors qu'il n'y aura que 5 projets financés à l'échelle européenne? Ou à contrario, ah tiens, mon projet est tellement innovant, tellement en lien avec ce call-ci que ben, j'ai toutes mes chances. Voilà, c'est tout ça qu'il faut arriver à objectiver quand on analyse le sujet. Et enfin, c'est un point important également, le type de guichet qui finance mon projet. Ici, c'est en l'occurrence action de recherche et d'innovation. Ça veut dire qu'en fait, tout type de projet, depuis le laboratoire jusqu'à l'échelle, jusqu'à l'avant-marché, le démonstrateur, peut être financé. C'est important parce qu'il y a des guichets qui financent par exemple que du réseautage. On appelle ça les Coordination and Support Action, CSS. D'autres qui financent que des projets à partir du prototypage jusqu'au démonstrateur. Ça s'appelle les Innovation Action. Donc, est-ce que du coup, la typologie de mon projet me permet de participer à celui-ci, vu que c'est un peu générique, hein, ça correspond à toute la chaîne de valeur de l'innovation. Je parle de laboratoire jusqu'au marché. Donc, je peux postuler éventuellement. Mais ça aurait été une Innovation Action ou un CSR, mais je ne serais pas éligible éventuellement. Voilà. Donc, ça permet quand même d'avoir déjà des éléments de base pour me dire est-ce que mon projet correspond à ce que demande la Commission européenne. Deuxième partie du même topic, la partie impact à moyen terme. Pareil, il faut lire attentivement le texte qui est proposé, vous identifiez les mots-clés. On voit bien ici, là, que les impacts attendus correspondent à la destination numéro 1, qui a un titre ici, Staying Healthy in a Rapidly Changing Society. Il faut franchement que mon projet rentre dans la destination numéro 1, sinon, ce n'est pas la peine d'y aller.
Voilà. Et puis, ça indique également, ils disent qu'on peut répondre à un ou plusieurs des impacts suivants. Ici, j'en ai mis que deux parce que je n'avais pas la place. Mais que donc, dans ce sujet-ci, il y a au moins deux impacts auxquels il faut répondre à la fin de mon projet. Voilà. Et non seulement il y a les impacts, mais il y a d'autres informations importantes. Ah tiens, il faut que ça concerne les chercheurs, les professionnels de santé, les fabricants de méthodes ou de méthodes d'intervention médicale, notamment des DM ou bien par exemple des outils de la décision. Voilà, ça c'est vraiment des cibles ou des partenaires potentiels du projet. Voilà. Ensuite, un peu plus loin, tiens, ce qu'on attend du projet en termes de livrables. Ça va être plutôt des méthodes d'intervention de type médicament ou de type non médicamenteuse. Voilà, c'est que la commission recherche et qui servent à faire de la prévention ou du traitement de maladies mentales. Est-ce que mon projet est dans ce scope-là? Il faut que j'analyse bien. Voilà. Pareil, ah tiens, on a besoin de biomarqueurs déjà validés. Pas de biomarqueurs à l'échelle de laboratoire, mais déjà validés en clinique éventuellement. Voilà. Il faudrait on a besoin également d'outils d'aide à la décision thérapeutique ou diagnostique, mais pour préventif, mais plutôt de type personnalisé. Parce qu'on va plus loin que le challenge. Un des challenges, c'est qu'en fait, il n'existe pas aujourd'hui d'outils personnalisés pour la prise de décision. Et puis éventuellement, il faudrait que ces interventions, ces méthodes-là, ces traitements soient de type personnalisé. Voilà. Est-ce que mon projet correspond à un développement d'outils de type personnalisé? Voilà. Et enfin, je n'ai pas tout fait, mais bon, j'ai pris les éléments essentiels pour vous expliquer comment ça fonctionne. Là, il faut informer le public de ce qui se passe. Donc, prévoir parmi les cibles le public en termes de dissémination. Voilà. C'est un élément qui permet de me dire, tiens, est-ce que mon projet colle avec ce que la commission demande? Le dernier point, cet exemple, ça va être le scope, le périmètre du projet, où là, il y a pas mal d'éléments. Pour l'instant, on n'a pas vu la question la problématique que pose la commission. C'est ici qu'ils font qu'on va la trouver. Donc, une fois de plus, le scope, c'est les maladies mentales, le domaine d'application. Mais surtout, quand on lit le texte dans son quotidien, il y a là les challenges que la commission souhaite relever. D'ici, aujourd'hui, il n'existe pas. Aujourd'hui, pour pouvoir prescrire des traitements en maladie mentale, on procède par tâtonnement, de manière empirique, parce qu'il n'existe pas de méthode personnalisée pour la prescription. Donc, du coup, ce que veut la commission, c'est qu'on développe des méthodes de type personnalisé pour pouvoir faire des prescriptions qui soient précises. Ça aussi, il n'y a donc pas de méthode qui existe il n'y a pas non plus, ce deuxième challenge, de données scientifiques qui permettent d'objectiver, d'optimiser cette méthode d'intervention, de prescription, qu'elle soit pharmacologique ou non pharmacologique. Donc ici, il y a deux challenges à relever. D'une part, c'est de développer des méthodes qui permettent de personnaliser le traitement, mais sur la base de données scientifiques à créer à travers la recherche. Du coup, à partir de ces challenges, la commission propose des solutions possibles, donc qui sont listées ici. Ça va être de faire de la recherche pour bien comprendre les mécanismes moléculaires et neurobiologiques des interactions entre les facteurs étiologiques des maladies mentales, par exemple les facteurs génétiques, les facteurs épigénétiques, l'environnement, etc. Voilà, dans le but d'identifier les biomarqueurs qui permettent objectivement de pouvoir prescrire, de développer des méthodes basées sur la science qui permettent de personnaliser le traitement. Donc il y a deux challenges et même des pistes de solutions. Bon, si on propose d'autres solutions qui correspondent à ce que la commission demande, ben, on ne sera pas retenu. Mais il faudrait que ce soit une solution apparentée à ce que demande la commission dans le sujet. Voilà. Et puis, ils vous disent même quelque part au niveau du sujet quel type de moyens utiliser pour développer cette solution-là. La modélisation, l'intelligence artificielle, parce qu'on aura traité des données, des big data ou des données complexes et hétérogènes. Voilà en gros, rapidement comme ça, mais il faut y prendre beaucoup plus de temps. Comment est-ce qu'on peut arriver à identifier des points importants du sujet qui est proposé, de manière à les faire refléter dans le projet et voir l'adéquation. Et au final, je propose un tableau qui vous permet, à partir des éléments que vous avez listés en lisant l'appel, dans ces critères qui sont ici à gauche, que ce soit dans le programme de travail, dans la destination, dans le sujet, d'avoir les éléments de comparaison. Et vous notez ici dans la deuxième colonne tout ce que vous avez retenu, noté comme point important. Et après, vous dites, est-ce que mon sujet correspond à chacun de ces points?
Si à la fin de l'exercice, vous vous rendez compte que tiens, je suis à 40-50%, franchement, c'est pas la peine d'y aller. Parce que vu la compétition à l'échelle européenne, il faut être autour de 80-90% d'adéquation pour postuler. Voilà. Donc, c'était un peu théorique, mais bon, c'était pour montrer avec un cas pratique pas très détaillé comment on pouvait procéder. Par contre, à la fin de l'atelier, ma collègue Amélie Guissot a présenté un exemple concret de projet financé avec comment ils ont procédé pour l'analyse de l'appel avant d'y répondre. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Benoît Jules. Alors à ce stade, on n'a pas reçu de questions, donc je vous propose qu'on poursuive avec la suite de la présentation. Donc c'est toi Isaline qui prend la suite. Je te donne la main. Merci. C'est bon. Oui, merci. Donc, merci Benoît Jules. Maintenant que vous avez bien compris l'importance de bien lire l'appel, on va revenir sur un petit peu des conseils pratiques pour construire le consortium qui va vous permettre de réaliser le projet que vous aurez conçu en fonction de l'appel. Donc, des règles de base. Pour pouvoir constituer un consortium Horizon Europe, il faut respecter une règle de base de 3 entités légales situées dans au moins 3 États membres ou pays associés différents. La petite subtilité, c'est qu'il faut au minimum un État membre de l'Union européenne dans ces 3 pays. Chose intéressante à savoir, toute entité légale peut participer, donc que ce soit une entité académique, non académique, mais ça peut être une association, ça peut être même un organisme international, etc. Donc il n'y a pas de limitation, et ce, quel que soit le pays dans lequel cette entité légale est basée. Par contre, toutes les entités légales ne sont pas financées. À partir du moment où celles-ci sont établies dans un État membre ou un État associé, le partenaire est financé. Pour les États associés, attention, en ce moment, les accords d'association n'ont pas encore été signés entre la Commission européenne et les 18 États qui sont en train de négocier. Donc, il y a un accord transitoire qui a été mis en place qui permet de considérer pour la première vague d'appel en septembre que ces États sont déjà associés. Il faudra que l'accord d'association soit signé avant le démarrage du projet, mais la Commission est assez confiante que ce sera le cas. À noter que le Royaume-Uni fait bien partie de cette liste de 18 pays. Il participe à tout Horizon Europe, à l'exception du Conseil européen pour l'innovation. Par contre, la Suisse, qui était associée à Horizon 2020, ne le sera plus, mais a annoncé qu'elle financera normalement ces entités qui participent à des projets. Donc, on ne pourra pas compter une entité légale dans le minimum de 3 entités par consortium, mais ils peuvent quand même tout à fait participer, sachant qu'ils seront financés par leur propre pays. Les entités légales des pays à revenus faibles ou intermédiaires peuvent également être financées automatiquement. Je vous conseille d'aller voir la liste parce qu'il peut y avoir eu quelques petits changements par rapport à Horizon 2020, notamment au niveau des pays intermédiaires. Et puis, normalement, je n'ai pas la confirmation, mais je crois que ce sera de nouveau le cas. Dans le défi santé, donc dans le cluster santé, les entités des États-Unis sont également financées parce qu'il y a un accord de réciprocité avec le NIH. Je confirme, c'est marqué dans le cahier de charge. Confirmes, pardon. Dans l'introduction du cahier de charge, c'est marqué dans l'intro. Ok, très bien. Bah, merci, Benoît G. Oui. Alors, il peut y avoir évidemment différents niveaux d'implication dans le consortium. Tout d'abord, l'établissement coordinateur, c'est vous, vous avez une très bonne idée de projet et vous allez faire le lien avec tous les partenaires. Assurez-vous évidemment d'avoir un temps suffisant pour monter le projet. C'est une activité qui peut prendre beaucoup de temps. Des compétences en management seront aussi importantes et dans l'idéal, si vous pouvez avoir déjà une première expérience dans les projets européens en tant que partenaire, ça peut être un plus. Ce n'est pas une règle immuable. On a vu des contre-exemples de projets financés avec des coordinateurs qui n'avaient jamais participé à des projets européens, mais ça peut vous faciliter la tâche, on va dire. Vous serez la personne en relation directe avec la Commission européenne, que ce soit au moment de la soumission ou après dans la suite du projet. Vous allez donc constituer un consortium avec un certain nombre de bénéficiaires. Et ces bénéficiaires, la seule règle à respecter, c'est donc de respecter le minimum de 3 bénéficiaires de 3 pays différents. Attention, bien sûr, à ne pas ajouter des partenaires artificiels ou fantômes dans votre consortium.
Vous serez lié par un accord de consortium que vous pouvez commencer à négocier avant l'acceptation du projet, mais qui sera signé surtout avant le démarrage du projet. Et puis, tous ensemble, vous serez liés à la Commission européenne avec la convention de subvention. Il peut y avoir d'autres types de partenaires à la marge qui ne sont pas des bénéficiaires. Par exemple, le bénéficiaire 1 va avoir besoin d'un sous-traitant pour effectuer une partie d'une tâche du projet. Le bénéficiaire 2, lui, va bénéficier d'une tierce partie qui va mettre à disposition des ressources pour effectuer des tâches du projet. Le bénéficiaire 3 va utiliser, je ne sais pas moi, des personnels d'une entité affiliée. C'est souvent le cas pour les unités mixtes de recherche dans les universités ou dans les centres de recherche. Et puis, dernier cas de figure, le bénéficiaire X va acheter des biens, des travaux et des services à une entité tierce de nouveau. Pour sélectionner vos partenaires principaux, donc les bénéficiaires, quelques critères à vraiment bien prendre en compte. Il faut que vous vous entouriez de personnes qui soient vraiment motivées par votre projet, parce qu'il va falloir qu'ils contribuent à la rédaction. C'est d'autant plus vrai pour les Work Package Leaders. C'est vraiment important que le cœur de partenaires autour du coordinateur se sente réellement impliqué et participe. Pour cela, il faut évidemment donner un rôle précis à chacun et qu'il y ait une complémentarité des compétences. Si des compétences se juxtaposent, parfois les partenaires ne vont pas autant s'impliquer parce qu'ils vont penser que c'est l'autre qui fait ça, etc. Et donc, le conseil général pour votre consortium, c'est vraiment d'ajouter seulement les expertises scientifiques qui sont nécessaires au projet. Attention à ne pas en oublier. C'est là qu'on voit toute l'importance du décryptage de l'appel à projet que vous a expliqué Benoît Jules. Il faut vraiment correspondre aux attentes de celui-ci et donc ne pas inclure, par exemple, vos partenaires historiques avec lesquels vous avez l'habitude de faire un projet s'ils ne correspondent pas aux attentes de l'appel à projet et du projet que vous déposez. Mais à l'inverse, il ne faut surtout pas oublier des expertises qui seraient attendues et qui sont clairement explicitées dans l'appel à projet. Pour de nouveau essayer d'avoir un cœur de partenaires qui sera vraiment impliqué, vous pouvez quand même essayer d'avoir des partenaires avec lesquels vous avez déjà travaillé. Et puis, cela sera aussi positif pour démontrer, comme vous avez déjà eu une collaboration fructueuse avec eux, cela peut être aussi un plus au niveau de l'évaluation. À retenir, pas de nombre de partenaires idéal, mis à part les trois partenaires de 3 pays différents. L'important, c'est vraiment la pertinence par rapport à l'appel à projet et à votre projet et leur expertise. Après, d'autres éléments pour trouver un partenariat vraiment efficace et pour répondre à toutes ces intentions de la Commission européenne que vous a expliqué Benoît Jules, il va vraiment falloir veiller à l'interdisciplinarité du projet. Et donc, ça passe par l'interdisciplinarité des partenaires. De même pour l'intersectorialité, donc avoir une balance à peu près équilibrée entre les partenaires académiques et non académiques. C'est très important aux yeux de la Commission et donc des évaluateurs qui vont évaluer votre projet. Le conseil suivant est à prendre avec précaution. On a pendant longtemps conseillé de s'assurer de la répartition géographique du consortium, c'est-à-dire faire une balance équilibrée entre Europe de l'Ouest et de l'Est, du Sud, du Nord. Voilà, ce n'est pas un critère d'évaluation, ça peut jouer. Et j'aurais tendance à dire aussi que d'avoir un consortium qui est un petit peu équilibré de manière géographique, cela peut aussi vous aider à démontrer la plus-value européenne du projet. Mais voilà, ne vous faites pas non plus un objectif intenable d'avoir exactement un pays de l'Est, du Sud, du Nord, de l'Ouest, parce que voilà, on a des contre-exemples de projets où il n'y a pas tant de pays que ça. Mais voilà, pour la dimension européenne du projet, ça peut être quand même intéressant d'avoir cette répartition géographique. Pour avoir un consortium vraiment efficace, il va falloir bien sûr faire très attention à bien équilibrer le budget
entre les partenaires et donc leur implication. Ce budget doit correspondre à l'application de chacun et qu'il n'y ait pas un partenaire qui monopolise 60% du budget. Ça n'envoie pas un bon message de collaboration dans votre consortium. Il est important également, en tant que coordinateur, de donner des rôles engageants aux partenaires. Un conseil de base serait qu'au minimum, tout partenaire doit avoir au moins la responsabilité d'une tâche et donc quasiment la responsabilité d'un livrable. Des partenaires qui n'ont pas de responsabilité vont avoir tendance à peut-être moins s'engager pendant la rédaction du projet, et il faut toujours penser à l'après. Si le projet est accepté, ils auront aussi tendance à peut-être moins s'engager dans la vie du projet en n'ayant pas de responsabilité. Donc, c'est très important, notamment pour les partenaires du secteur non académique, de ne pas les mettre simplement en faire valoir. Ça y est, j'ai réussi à mettre ma PME dans mon consortium. Il faut vraiment qu'ils aient un rôle à jouer essentiel dans ce consortium. Le genre peut avoir également un impact à la marge. Donc, si vous avez la possibilité notamment d'équilibrer les responsabilités de Work Package Leader, par exemple, essayez de le faire. Cela peut jouer à la marge sur l'évaluation en cas de résultats ex aequo avec un autre projet. Et puis, vous pouvez penser aussi un petit peu au-delà des partenaires. Donc, j'ai expliqué déjà très brièvement la notion de sous-traitant et d'entité affiliée. Mais par exemple, vous pouvez aussi prévoir dans votre projet ce qu'on appelle un EAB, donc un External Advisory Board, où vous allez pouvoir mettre des personnes. Cette fois, ce n'est pas forcément des entités, c'est plutôt des personnes qui vont pouvoir apporter une expertise à votre projet extérieur. Donc, ce ne sera pas des personnes qui auront un budget, mais ça peut renforcer la crédibilité de votre consortium dans l'ensemble. Vous pouvez également obtenir des lettres de soutien, par exemple d'associations de patients ou autres. Alors, elles ne sont plus à mettre dans le dossier. Il n'y a pas d'endroit où on peut mettre les lettres de soutien, mais vous pouvez quand même mentionner que vous en avez de telle ou telle institution. Donc, pour atteindre cet objectif ultime d'un consortium multidisciplinaire et intersectoriel, parce qu'on l'a vu, le but, c'est vraiment d'atteindre les impacts attendus par la Commission européenne. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous intégrer dans une notion de chaîne de valeur et de pouvoir démontrer dans votre consortium que vous aurez les partenaires utiles pour atteindre les objectifs de la Commission européenne. Et il peut être intéressant dans votre consortium d'intégrer certains acteurs qui vont être impactés par les résultats de votre projet. Et donc, c'est vraiment là que la lecture de l'appel prend tout son sens également. Et donc, il y a plein de sortes de partenaires que vous pouvez intégrer. On pense tout de suite aux PME, mais ça peut être aussi les agences réglementaires, des associations de patients, même des agences de santé publique. Pour certains appels, ça peut être aussi très pertinent d'impliquer les villes ou les régions, par exemple les appels avec une notion d'impact de l'environnement sur la santé, par exemple. Quelque chose qui prend de l'importance également, c'est les infrastructures européennes de recherche. Donc, c'est des mises en réseau d'infrastructures au niveau national qui sont très utiles parfois dans les projets européens et que vous allez même souvent retrouver nommément dans le projet. Donc là, c'est vraiment important de les prendre en compte. Et puis, dernier type de partenaire, il y en a d'autres, la liste n'est pas exhaustive évidemment, mais les acteurs des sciences humaines et sociales qui peuvent avoir vraiment de l'importance, vous le verrez dans l'exemple aussi qu'Amélie va vous présenter, peuvent avoir de l'importance dans votre consortium. Toujours dans l'idée de ne pas mettre des partenaires artificiels, mais vraiment que chaque partenaire ait un vrai rôle, une vraie tâche dans le projet que vous construisez avec eux. Alors, pour trouver tous ces partenaires, il y a plusieurs petits conseils à vous partager. Le premier, le principal, le plus important, c'est vraiment d'utiliser votre propre réseau scientifique. On ne le répétera jamais assez. C'est là que se noue le cœur de la plupart des consortiums. C'est en contactant vos collaborateurs européens déjà existants. Souvent,
c'est là aussi où il est important de se tenir au courant des appels à projets bien en amont. Sachez que là, par exemple, les appels en santé viennent d'être publiés et sont ouverts désormais sur le site de la Commission européenne. Mais en fait, ça fait déjà un an, parce que c'était l'été dernier, qu'on a reçu le premier brouillon de programme de travail et qu'on avait déjà une idée finalement assez précise, même s'il y a eu pas mal d'évolutions, des appels à projets. Et en ayant ces informations bien en amont, voilà, 1 an, 6 mois à l'avance, vous pouvez déjà aller voir vos collaborateurs européens qui pourraient être intéressés par le même appel que vous, pour commencer des discussions, qu'eux aillent également interroger leurs collaborateurs pour commencer à réfléchir sur un projet. Et ça, c'est vraiment le conseil numéro 1, de prendre de l'avance, d'avoir le temps d'aller voir votre propre réseau, de faire savoir que vous êtes intéressé pour monter un projet, etc. Évidemment, ça peut être fait en participant au congrès scientifique et en développant votre réseau de cette manière-là. Et puis, à la marge, vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux. Par exemple, pour certains types d'appels comme IMI, le groupe LinkedIn est assez efficace, paraît-il, pour trouver des partenaires. Un autre conseil, c'est de participer à des événements de networking dédiés aux appels Horizon Europe. Alors malheureusement, les exemples que je voulais mettre dans cette slide viennent de se dérouler là, il y a quelques temps, parce que le dernier brokerage event du cluster santé vient de se dérouler le 5 juillet, et puis les Research and Innovation Days se sont déroulés en juin, mais il peut y en avoir d'autres. Le point de contact national santé envoie régulièrement de l'information à ce sujet. Il y a les relais Horizon Europe aussi qui peuvent vous envoyer des informations sur ces différents événements qui vont vous servir à rencontrer des partenaires qui peuvent être intéressés par la même ligne d'appel à projet que vous. Ensuite, je vais vous donner 3 petits outils qui sont sur des sites de la Commission européenne qui peuvent donc vous servir à trouver des partenaires, et je dirais même qu'ils sont une bonne pratique à faire dès que vous avez une ligne d'appel qui vous intéresse, déjà un embryon de projet en tête, que ce soit pour trouver des partenaires ou pour vous renseigner sur l'état de l'art au niveau des projets européens, sur la thématique qui vous intéresse. Dans tous les cas, ce sont des choses à aller regarder, mais là, on va se concentrer sur l'aspect partenaire. Quand vous êtes sur le portail européen, donc le Funding and Tender Portal, c'est le site internet sur lequel vous allez pouvoir trouver les appels, vous allez pouvoir déposer votre projet, et si le projet est financé, c'est sur ce site internet que la Commission assure le suivi. Donc, c'est vraiment l'élément central lorsque vous préparez un projet européen. Si vous allez dans la rubrique How to Participate, vous avez une section qui s'appelle Partner Search. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir chercher des partenaires par thématique, par appel, par pays, en mettant des mots-clés. Et lorsque vous cliquez sur l'organisation, vous allez voir tous les partenaires, tous les projets auxquels cet organisme a participé. Donc, en fait, c'est un petit peu l'annuaire de tous les organismes qui ont participé un jour à un projet européen. Donc, ça peut être intéressant pour trouver des partenaires qui ont déjà une expérience de projets européens dans le domaine qui vous intéresse. Le deuxième outil de la Commission européenne, c'est la plateforme de données des projets Cordis. Si vous cliquez sur ce lien-là quand vous recevrez la présentation, vous arrivez donc sur ce site Cordis, et vous allez pouvoir faire des recherches dans l'onglet projets et résultats. Vous pouvez sélectionner plusieurs critères. Là, il y a recherche de projets résultats, mais vous pouvez sélectionner par appel, par année, par programme, etc. Et de nouveau, par mots-clés, vous allez pouvoir trouver la liste des projets qui ont été financés avec ces mots-clés-là. Quand vous cliquez dessus, vous accédez à un résumé de projet, la liste des partenaires de celui-ci, et vous allez pouvoir les contacter. En fait, vous pouvez contacter un partenaire en particulier, et la Commission en fait envoie un mail au contact pour ce projet-là de cette institution. Après, libre à ces contacts de répondre ou non à votre sollicitation, mais cela peut être une manière d'entrer en contact avec une équipe en particulier qui a travaillé sur un projet. Dernier outil de la Commission européenne qui est assez récent, qui a ouvert l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est la plateforme des résultats Horizon Europe.
Et donc, la commission a mis en place cette plateforme pour vraiment mettre en valeur les résultats des projets, partager les résultats des projets. Donc, de nouveau, vous allez pouvoir faire une recherche et voir où il y a des résultats qui ont été faits dans votre domaine. S'il y a des partenaires, en fait, vous pouvez mettre, si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans ces résultats. Donc, vous allez pouvoir accéder à toutes ces informations sur cette plateforme et cela peut être de nouveau utile pour repérer des partenaires qui seraient intéressés pour participer à votre consortium. Ensuite, autre conseil, vous pouvez déposer votre profil sur une plateforme de recherche de partenaires ou consulter les profils déposés. Ça, c'est presque un conseil qui est valable à la fois en tant que coordinateur ou si vous souhaitez être partenaire dans un consortium, vous allez pouvoir faire les deux, soit déposer une fiche de compétences ou soit déposer une fiche disant que vous êtes coordinateur et que vous cherchez telle ou telle expertise. Donc, pour tout type de partenaire, le premier endroit où le faire, c'est le site, le fameux Participant Portal dont je viens de vous parler. En fait, sur la page de l'appel qui vous intéresse, il y a un endroit où vous pouvez cliquer et déposer votre profil, publié par contre par le LIR, donc c'est le contact administratif, on va dire, de votre organisme. Et vous allez pouvoir faire un texte de 500 signes maximum pour déposer votre demande. Et en fait, ça va s'implémenter sous l'appel et toute personne qui se connecte sur le Participant Portal et est intéressée par cet appel pourra voir cette fiche de compétences ou de demande d'expertise. Ensuite, vous avez des plateformes thématiques qui proposent un petit peu le même type de service, mais qui vont être plus thématiques, justement. Par exemple, pour les projets santé, le réseau idéaliste pour les TIC peut être assez pertinent parce qu'il y a beaucoup de liens entre le numérique et la santé dans le programme de travail 2021-2022. Vous avez également le même type d'outils avec le programme ICPERMED sur la médecine personnalisée. Et puis, pour les compétences plutôt sciences humaines et sociales, vous allez retrouver le même type de service avec le réseau Net4 Society. Pour les entreprises, un bon moyen de trouver des entreprises, c'est de contacter le réseau Enterprise Europe Network. C'est finalement en fait une base de données en ligne qui va présenter les partenaires commerciaux qui sont intéressés par différents types de coopération. Et donc, en les contactant, vous allez pouvoir récupérer ces informations et éventuellement trouver des entreprises qui seraient pertinentes pour votre projet. En dernier lieu, vous avez également des associations, des réseaux privés qui peuvent servir à mettre en collaboration leurs différents membres qui seraient intéressés par le même appel. Donc, on a cité quelques exemples qui peuvent être pertinents. Un autre conseil, c'est simplement de consulter le point de contact national de santé. Donc, on vous a mis le contact. C'est une adresse générique de toute façon, donc il y aura forcément quelqu'un qui vous répondra. Ils font là, depuis cette année, ils ont partagé des profils qu'ils ont reçus de leurs collègues européens, parce qu'en fait, il y a un point de contact national dans chaque pays en santé. Et ils collectent en fait des fiches de compétences et ils les partagent entre eux. Donc, vous pouvez à la fois regarder ce que le PCN a envoyé et vous-même déposer une demande qui sera transmise via tous les PCN de l'Union européenne et des pays associés. Dernier conseil qui peut être utile pour vous, c'est de consulter la représentation de la région à Bruxelles, qui peuvent aussi être au courant de projets en cours de montage, qui sont à la recherche de partenaires, ou à l'inverse, transmettre votre demande d'expertise à des partenaires potentiels. On vous a mis l'adresse où vous allez pouvoir trouver les contacts de toutes les personnes qui sont membres du bureau de Bruxelles. Et je laisse la parole à Pascal pour la suite. Merci Saline. Donc là, on va vous présenter d'autres possibilités pour étendre votre réseau. Et une des premières, c'est de devenir expert évaluateur
auprès de la Commission européenne. Donc, quand vous avez déposé vos projets, vous savez qu'ils sont examinés par des experts. Eh bien, vous pouvez… Pascal, mets ta caméra, s'il te plaît, on ne te voit pas. Oui. Donc, vous pouvez proposer en fait votre candidature pour devenir aussi expert évaluateur. Et l'intérêt, c'est que ça vous permet de voir, disons, l'envers du décor et donc de mieux répondre en fait aux appels à projets, puisque vous voyez en fait les attentes de la commission. Ça vous permet aussi d'étendre votre réseau, puisque vous allez faire connaissance de tous les membres du panel des experts qui vont voir justement les projets que vous êtes en train d'examiner. Ça vous permet donc de rencontrer des scientifiques d'un haut niveau et donc de développer votre réseau de partenaires éventuels. En plus, n'importe qui peut être expert et il ne faut pas être timide. Même des jeunes chercheurs peuvent proposer leur candidature. Bon, ils ne vont pas être experts peut-être dans un ERC, mais dans d'autres programmes, il y a toujours besoin d'experts, d'autant plus que le panel des experts est renouvelé d'un tiers chaque année. Donc, ça ouvre de grandes possibilités. Alors, disons, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est que ça a été ouvert pour Horizon Europe et en fait, la Commission européenne recherche donc des experts en adéquation avec les nouveaux appels à projets. Donc, quand vous déposez votre candidature, c'est intéressant de regarder les appels à projets pour bien répondre. En fait, en fonction des mots-clés, ça augmentera vos chances d'être sélectionné. D'autre part, la France est assez peu représentée dans les experts, donc ça peut vous donner une chance supplémentaire. Et puis aussi, en tant que femme, éventuellement, ça peut aussi aider. Alors, le travail d'évaluation, en fait, il consiste à évaluer les propositions à distance. Et puis, les experts se rassemblent pour des discussions pour atteindre des consensus. Et puis, après, ils sont réunis à Bruxelles pour remettre ensemble et classer les différents projets après leur évaluation. Et ce voyage à Bruxelles est aussi pris en charge par la Commission. Il y a une indemnité. Voilà. Donc, en gros, ça vous prend une semaine de travail. Diapo suivante. Alors, il y a une autre possibilité aussi, c'est le programme COST. Donc ça, c'est un outil de réseautage qui est extrêmement intéressant. Donc c'est l'Organisation européenne de sciences et de technologie. Ça ne finance pas la recherche. Donc les financements sont assez, disons, faibles. Mais l'important, c'est que c'est surtout du réseautage. Donc, ça va financer des meetings, des écoles d'été, de courtes missions, éventuellement pour faire quelques travaux, et puis des activités de dissémination. Et en fait, c'est organisé, ça s'appelle des actions. Donc, chaque année, il y a des appels. L'année dernière, il y en a eu une quarantaine d'actions qui ont été financées. Ça se fait à l'initiative d'une personne qui ne sera pas d'ailleurs forcément ensuite le coordinateur de l'action. L'intérêt, c'est que c'est très international, il n'y a pas seulement des Européens. Il y a certains pays qui sont plus favorisés, donc les pays plus à faible revenu ou à développement scientifique plus faible, donc il en faut à peu près la moitié dans les actions. L'intérêt, c'est que c'est donc très ouvert, très divers, tous les domaines sont possibles et c'est bottom-up. Donc, ça vient vraiment de l'initiative des gens et vous pouvez joindre des actions en cours de route. Donc, ça, c'est très intéressant. Et pour trouver des partenaires, même si vous ne faites pas partie d'une action, il y a un annuaire, donc on peut consulter toutes les actions qui ont eu lieu ou qui sont en cours. Ensuite,
Donc, enfin, vous pouvez faire financer le montage de votre consortium par les appels de l'ANR, qui sont les appels MRCI, montage de réseaux scientifiques européens internationaux. Donc là, le but, c'est de vous aider à monter votre réseau. C'est donc une somme de 30 000 € maximum sur 2 ans. Elle est attribuée au coordinateur et elle vous permet en fait d'organiser des réunions, d'aller visiter ou de faire venir d'éventuels partenaires, ce qui vous permet un peu de jauger les gens pour organiser votre consortium. Et d'un autre côté, elle permet aussi, dans un maximum de 10 000 €, de financer un cabinet conseil. Donc, ce cabinet peut aussi vous aider à trouver des partenaires, en plus de l'aide qu'il peut apporter au montage du projet proprement dit. Alors, ces actions, enfin, ce financement est ouvert toute l'année, mais en fait, il y a quand même 2 dates butoirs. Donc, la prochaine est le 13 juillet. Généralement, il y en a aussi une en début d'année. Donc, cette année, c'est au mois de mars. Et il y en aura l'année prochaine, probablement aux mêmes dates. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire en plus des autres actions. Voilà. Et je laisse la place à Amélie. On ne t'entend pas, Amélie. Au micro, Amélie. C'est peut-être ton casque parce que oui, est-ce que vous m'entendez? c'est bon. Toutes mes excuses. C'est très bien, c'est bon. Toutes mes excuses. Bonjour à tous. Je proposais juste, avant de passer justement à cette dernière et troisième et dernière partie, de rebondir sur ce que Pascal vient de mentionner, car dans le chat, Madame Goujon du Conseil régional des Pays de la Loire mentionne également le dispositif ACE 2020 de la région des Pays de la Loire, qui permet également d'accompagner les porteurs de projets avec un soutien par un cabinet de consultants. Alors, je ne sais pas si je peux revenir un tout petit peu en arrière. Je n'ai pas l'impression d'avoir le contrôle Tu as la main du normalement. diaporama. Alors, voilà. Alors, je vais vous présenter un exemple d'un projet européen que l'on a monté au CHU de Nantes. Donc, c'était sur un appel d'offres de 2019, l'exemple du projet HAP2. Alors, nous avons répondu à un appel d'offres qui visait à développer des stratégies stratifiées qui ciblent la réponse de l'hôte pour améliorer à la fois la prévention, mais également le traitement des maladies infectieuses. Donc, vous avez ici à l'écran une présentation du texte de l'appel d'offres. Et du coup, je vais vous présenter dans un premier temps les principaux mots-clés qui nous ont orientés dans la constitution du consortium. Et puis, je vous montrerai juste après comment ces différentes expertises s'articulent dans le consortium tel qu'on l'a mis en place pour ce projet. Donc, il s'agissait d'un appel à projet du précédent programme Horizon 2020. Donc, vous noterez que la présentation du texte de l'appel d'offres est un petit peu différente de celle qui vous a été présentée par Benoît Jules précédemment. L'objectif de l'appel était de tester des concepts émergents pour le développement soit de médicaments ou de vaccins pour s'adresser aux défis majeurs que représente la montée de la résistance antimicrobienne au niveau mondial et de maladies infectieuses représentant une menace, une préoccupation majeure en Europe. Les projets devaient s'appuyer sur les facteurs de susceptibilité individuelle à ces maladies infectieuses par opposition justement aux approches qui ciblent prioritairement le pathogène comme par exemple les antibiotiques, mais également s'appuyer sur des immunomodulateurs
ou les interactions justement entre l'hôte et le pathogène, qui peuvent influencer à la fois la susceptibilité à la maladie et puis ensuite la réponse au traitement. L'objectif était donc de développer soit de nouvelles stratégies thérapeutiques ou alors des mesures préventives. Les projets pouvaient se positionner soit sur des phases précliniques, en s'arrêtant à des phases précliniques tardives, ou aller jusqu'à une recherche clinique avec une validation, notamment en clinique, de biomarqueurs qui auraient été mis en avant dans le cadre du projet. Il était demandé également de s'appuyer sur des cohortes pour identifier des facteurs prédictifs, à la fois du risque de contracter la maladie et également de la réponse au traitement, aux interventions proposées. Enfin, la dernière partie de l'appel d'offres appelait spécifiquement à avoir recours à une expertise des sciences humaines et sociales pour démontrer à la fois l'acceptabilité, mais également l'adaptabilité et du coup la pertinence de ces interventions et la possibilité de les intégrer à différents systèmes de santé au niveau européen. Donc voilà un petit peu les exigences qui étaient celles de l'appel, les attentes de l'appel. Et je vais maintenant essayer de vous montrer comment le consortium s'est structuré pour répondre à ces différents mots-clés. Donc, il s'agissait d'un projet porté par le CHU de Nantes qui s'est positionné sur ce sujet et du coup, au niveau de l'équipe clinique qui se positionnait sur cet appel, pas mal des attendus de l'appel étaient déjà bien présents dans les compétences et expertises de l'équipe. Donc, le projet ciblait en particulier les pneumonies acquises à l'hôpital. L'équipe qui se positionnait sur cet appel avait déjà une expérience de plus de 10 ans de la recherche justement dans ce domaine de la compréhension des interactions hôte-pathogènes. Le CHU de Nantes a également développé depuis plusieurs années un certain nombre de biocollections et de cohortes qui pouvaient justement être mis à contribution pour ce projet. Et donc, il y avait une expertise clinique forte au CHU. C'est pourquoi nous avons choisi de positionner le projet sur la recherche clinique. Et enfin, nous avons également une équipe dédiée sur l'évaluation médico-économique qui nous permettait de traiter au moins une partie des attendus sur la partie. Alors, bon, toutes mes excuses. Ça va soit trop lentement, soit trop vite. Je n'arrive plus à revenir en arrière. Je ne sais pas si quelqu'un peut éventuellement reprendre la main. C'est bon là, Amélie? Alors, voilà, bon, bah, très bien. Du coup, nous avons complété le consortium sur le volet biomarqueurs avec des équipes qui sont intervenues chacune avec une expertise particulière, soit sur le volet microbiome, sur le volet virome, donc avec des équipes ici plutôt universitaires qui ont apporté du coup une expertise particulière sur ce volet biomarqueur. Enfin, il nous paraissait important également pour répondre à l'attente du coup de l'appel que les interventions puissent être testées dans des groupes de population et des contextes nationaux différents. Et donc, nous avons renforcé également l'expertise clinique du projet en ajoutant des centres donc en Grèce et en Espagne notamment, pour que les interventions puissent être testées non pas uniquement en France, mais également dans d'autres hôpitaux en Espagne et en Grèce. Et enfin, nous avons renforcé le volet sciences humaines et sociales en impliquant une équipe de l'Université de Nantes qui est spécialisée sur ces questions d'acceptabilité et d'adaptabilité des interventions dans le domaine de la santé. Nous avons complété et enrichi le consortium avec 2 entreprises, une biotech basée aux États-Unis qui développait l'une des 2 molécules
que nous souhaitions tester dans le cadre du projet et pour laquelle l'équipe de Nantes avait déjà un brevet pour protéger son indication dans le domaine des maladies infectieuses. Et enfin, nous avions également une deuxième entreprise, une PME nantaise, qui intervient dans l'intégration des données cliniques et biologiques générées par le projet. Ce qui nous a du coup donné un consortium de 10 partenaires, avec à la fois des partenaires universitaires, des hôpitaux et également des partenaires privés. Isaline mentionnait qu'il est possible d'impliquer des pays en dehors de l'Union européenne. C'était le cas pour notre consortium, puisque nous avons 2 partenaires basés aux États-Unis, l'Université du Michigan et cette entreprise Neumedicine, et nous avons également un partenaire en Suisse. Alors, comment s'est structurée la réponse à l'appel d'offres? Donc, je vous le disais, c'était un appel d'offres de 2019 qui, du coup, a été identifié par le porteur de projet à partir de la fin 2017. Donc, on a eu nos premiers échanges en interne autour de l'identification de l'appel fin 2017. Et voilà, les premières prises de contact avec les partenaires ont pu avoir lieu entre fin 2017, début 2018. Nous avons sollicité un soutien de l'ANR, Pascal en parlait juste avant, à travers l'appel à projet montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, MRSEI, qui nous a permis d'obtenir un financement de 30 000 € pour nous aider à structurer le consortium. Ce qui nous a permis de pouvoir, pour la première étape de soumission, faire appel à un prestataire pour nous aider justement à rédiger cette première étape. C'était essentiellement une aide à la relecture et des conseils stratégiques sur la présentation du projet. Ce qui nous a permis également, ce financement MRSEI, d'organiser une première réunion de consortium à Nantes en décembre 2018, ce qui nous a permis de faire connaissance, d'avancer dans la construction du projet et de préparer l'étape 2. Une deuxième réunion a eu lieu à Paris en mars 2019, qui était plus une réunion de travail qui nous a permis de finaliser le dossier qui a été soumis en avril 2019 pour l'étape 2, le dossier complet. Et finalement, après quelques mois de suspense, nous avons reçu la bonne nouvelle du financement du projet dans le courant de l'été. Et après quelques mois pour préparer la convention de subvention avec les services de la Commission, nous avons pu organiser la réunion de lancement du projet à Nantes en janvier 2020. Voilà. Merci Amélie. Je propose que l'ensemble des intervenants rallume sa caméra et son micro pour qu'on puisse peut-être prendre quelques questions. On n'a pas reçu de questions dans le chat, mais comme on est un petit groupe de participants, je pense que si certains souhaitent prendre la parole ou poser des questions en direct, peut-être allumer votre caméra pour vous manifester. Linda, peut-être pour réveiller un peu la salle virtuelle. Tout à l'heure, Isaline a mentionné le fait que les acteurs américains, futiles entreprises, établissements de soins ou même universitaires, peuvent participer à Horizon Europe. En fait, c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent être financés au même titre que les Européens par Horizon Europe, par la Commission européenne. Pourquoi? Parce que pendant des années, il y a à peu près 20 à 30 ans en arrière, la NIH des États-Unis a reçu à titre gracieux et financé la formation de pas mal de chercheurs européens. Aujourd'hui, à travers Horizon 2020 et Horizon Europe, la Commission européenne rend l'appareil aux États-Unis, donc en finançant les participants européens qui viennent dans des projets avec les Européens. Bonjour, je suis Gwendal Barrault, cofondateur de Félix Santé. Nous sommes un portail de parcours patients connectés, donc une innovation digitale en e-santé. Et nous avons eu la fierté de gagner il y a 15 jours le premier marché public français de digitalisation de l'éducation thérapeutique du patient. Donc nous allons bénéficier
nous sommes l'outil choisi par l'Agence régionale de santé Pays de la Loire pour digitaliser 265 programmes, les 265 programmes d'éducation thérapeutique du patient portés par une centaine d'établissements dans la région. Et en fait, je suis très intéressé par ce type d'opportunité, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est très tourné, peut-être recherche, biotech, etc. Est-ce que, ou de quelle façon, nous, acteurs de la e-santé, sur des innovations qui sont qualifiées par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France d'innovation de rupture en point de vue logiciel pour l'ETP, comment est-ce qu'on pourrait saisir une opportunité de cette nature-là? Bonjour Gwenda, Benoît, je te Oui, réponds. bonjour Benoît Jules. Ouais. En fait, dans les programmes de travail, ce qu'on appelle le croisement de filières, et dans chaque programme de travail qu'on appelle thématisé, qu'on appelle cluster, en l'occurrence la santé, par exemple, la bioéconomie, il y a toujours des sujets au croisement de filières. Par exemple, dans le programme santé, il va y avoir au moins le tiers des sujets proposés sur le TIC santé. Donc, éventuellement, je peux regarder avec toi, on peut se prendre rendez-vous pour qu'on voit par rapport à ce que tu veux faire, s'il y a des sujets qui collent à ta demande. Par ailleurs, investissement dans le sujet, dans le programme de travail dédié au TIC, à la digitalisation, également des sujets au croisement de la santé. Mais c'est les mêmes en fait qui sont dans les deux programmes de travail. Voilà. D'accord. Ok, bah effectivement, du coup, Benoît Jules, ça m'intéresse beaucoup, hein, comme j'avais dit à Nicolas, qu'on puisse se rencontrer là-dessus. Notamment après ce succès-là qui légitime carrément notre outil, quoi. Mais je prends note. Je vais vous poser un rendez-vous. Merci. Et merci beaucoup, Amélie. C'est vraiment hyper intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait ça au CHU de Nantes. Et je serais très, très contente à l'occasion. On va rencontrer la cellule innovation, Benoît Labarthe et Valérie Pierre-Riche, très prochainement sur 2 sujets, santé publique et gynécologie. Et donc, s'il y a des choses à faire, je serais content qu'on puisse éventuellement se rencontrer aussi. Eh ben, avec plaisir, oui, à votre disposition. Super, merci. Merci, Gwenda. En tout cas, là, bonjour, j'ai une question. Oui, allez-y. Allez-y. On vous écoute. Donc, je suis Doré McIlroy au CRTI, l'unité de recherche INSERM, CHU de Nantes. Et avec des collègues, on se tâte un petit peu sur le montage d'un projet qui nous semble colle assez bien avec une des topics de l'appel d'offres de Horizon Health 2021. Donc, on a à peu près identifié des partenaires potentiels, mais on ne les a pas contactés encore. Donc, si on commence là maintenant, quel est un peu le planning pour déposer un projet, un truc raisonnable selon votre expérience? J'aurais une première question à vous poser. Est-ce que vous connaissez la date de soumission de l'appel que vous avez repéré? Est-ce que j'imagine que c'est pour 2022 et pas ce pour septembre? Oui, ça, certainement pas, non, pour septembre. Ouais, parce que dans tous les cas, je dirais que pour les appels, que ce soit en première étape ou en deuxième étape, donc la première étape, elle est pour février. Ceux qui sont à une seule étape, c'est pour avril, si je ne dis pas de bêtises. J'aurais tendance à dire, contactez-les dès maintenant. C'est le bon timing. Vous êtes vraiment bien dans les temps. Oui, essayez d'y aller pour un dépôt en avril 2022. C'est possible que ce soit février en plus. 602 étapes, c'est en février. Voilà. Et je suis chargée de projet européen en santé à l'Université de Nantes, donc n'hésitez pas à me contacter. Ok, d'accord. Si vous avez besoin d'entreprises complémentaires de la région ou en dehors de la région, on a des clusters régionaux partenaires dans différents domaines, au croisement de la santé, mais également des clusters nationaux en santé, hors de la santé, également des clusters européens avec qui on travaille. Donc, si vous avez un partenaire complémentaire à ces échelles-là, on peut également vous aider. N'hésitez pas à venir vers nous. Ok, bon, je pense que peut-être pour moi, la première étape, ce sera de prendre contact avec les partenaires que l'on connaît académiques
et voir si on a le début d'un consortium qui pourrait tenir la route et puis ensuite revenir vers vous pour avoir votre avis et demander ce qu'il faudrait faire pour le complémenter et le compléter, quoi. Exact. Ok, d'accord. Bah, merci pour cette réunion aujourd'hui, très utile, je trouvais. Et à la suite, hein. Oui, C'est clinique. je sais pas s'il y a d'autres questions. Enfin, du coup, c'est le moment. Donc, a priori, il n'y a pas d'autres questions. J'essayais juste de rallumer ma caméra, mais il ne veut pas. Ok. Alors, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, en fait, on enchaîne pour certains. Je pense que certains vont se reconnecter avec un autre lien à la réunion qu'on organise, enfin l'atelier qu'on organise sur les essais cliniques. Donc, ça démarrera à 11 h. Donc, à bientôt pour ceux qui nous rejoignent à 11 h. Et puis, pour tout le monde, une petite date à retenir. Alors, j'essaie de vous partager l'écran pour que vous ayez le visuel. C'est toujours plus sympa. Donc, une petite date à retenir. Donc, c'est le 1er octobre. Donc, le prochain atelier. Donc, c'est pas celui-là. Celui-là, vous venez d'y participer. Donc, ce sera donc, sur le montage de projet. Donc là, on ira vraiment dans le cœur de la mécanistique, comment on s'y prend pour monter son projet. Donc là, vous avez eu vraiment tous les conseils pour bien préparer les choses, bien contacter les partenaires en amont, réfléchir à si ça vaut le coup d'y aller. Et là, donc, on rentrera dans le montage et on vous expliquera les différentes étapes pour mettre en place votre projet et donner les bons conseils pour répondre à l'appel à projet. Donc, retenez bien la date. On vous enverra de toute façon les petites infos à la fin de l'été pour pouvoir vous inscrire à cet atelier. Voilà. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, les collègues. Et non, évidemment, moi, je trouve une bonne conclusion. Je pense qu'il faut peut-être aussi envoyer un petit sondage aux participants pour aller au retour sur l'atelier, de voir ceux qui aimeraient participer à l'atelier d'octobre. Parce qu'effectivement, ça va être l'occasion pour ceux qui ont identifié des sujets comme M. Mac en relation de 2022, de commencer à travailler sur leur sujet. Éventuellement, vous pouvez nous voir dès maintenant si vous avez des sujets identifiés. On commence à vous orienter sur la recherche de partenaires, par exemple, qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment voir si votre projet colle bien avec le sujet qui est proposé, etc. Voilà. Donc, c'est une bonne transition, Linda. Merci. Donc, effectivement, vous recevrez un petit message lundi avec un petit questionnaire, donc avec tous les contacts des intervenants pour prendre contact justement et anticiper la rentrée. Merci à tous de votre participation et peut-être à tout à l'heure pour certains. Merci. Merci à tous. Merci à bonne tous. journée. Bonne journée. Bonne journée. Ah. Allô, allô. Je vais me déconnecter du coup et je vais ouvrir de l'autre côté. Ouais, bah à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Tout à Tu l'heure. vois que là, Linda. Tu vois tout de suite là, de l'autre côté. Je vais ouvrir dans... on fait une petite pause. Ouais. Dans 10 minutes. D'accord. Juste pour vous dire, je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin de la prochaine session. Pas de souci. J'ai un mariage cet après-midi. Tu te maries pas, toi, cet après-midi? Non, c'est pas moi qui me marie, mais je vais pas m'essayer de pas arriver en retard. Ok, Zania, à tout à l'heure, merci. Merci, Zaline. À tout à l'heure. Merci à toi, Linda.